à votre entreprise de toujours associer la justice à l'œuvre collective de développement et d'unité nationale. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Madame le ministre de la Justice, garde des Sceaux, vice-président du Conseil supérieur de la magistrature. La présente audience se tient pour la première fois après votre nomination à la tête du ministère de la Justice. Dès votre prise de fonction, vous avez exprimé votre souhait d'une restructuration du secteur de la justice, initiative qui, je l'espère, contribuera à renforcer l'institution judiciaire, notamment par l'augmentation de ses effectifs et l'amélioration des conditions de vie et de travail de ses membres. L'énergie et l'engagement que vous et vos services êtes en train de déployer à cet effet achèvent de convaincre de votre volonté d'encourager l'élan professionnel des acteurs de la justice dans leur mission à la fois si nécessaire, mais hélas, si ingrate. Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la vice-présidente et présidente par intérim du Conseil constitutionnel, Monsieur le procureur général de la Cour suprême, Monsieur le premier président de la Cour des comptes, Monsieur le procureur général de la dite Cour, Monsieur le président de la Cour suprême du Bénin et président de l'Association africaine des hautes juridictions francophones, Monsieur le procureur général près la Cour suprême du Bénin et Monsieur le président de chambre de la dite Cour, Mesdames, Messieurs les chefs d'institutions juridiques et autorités administratives autonomes, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Messieurs les officiers généraux, Mesdames, Messieurs les recteurs, doyens et professeurs d'université, Monsieur le bâtonnier du Conseil de l'Ordre des avocats, Mesdames, Messieurs les magistrats et chers collègues, Mesdames, Messieurs les avocats, Mesdames, Messieurs les officiers ministériels et auxiliaires de justice, Messieurs les chefs religieux et coutumiers, chers invités en vos rangs, grades et qualités. Cette année encore, vous honorez cette cérémonie solennelle de votre présence. C'est que vous avez compris que la rentrée judiciaire n'est ni un simple repère calendaire, ni un exercice de style convenu, mais un moment de gravité particulière où la justice, fidèle à sa tradition de retenue, prend la mesure de sa responsabilité devant la nation. Monsieur le procureur général vient d'en donner une brillante illustration. Notre justice s'inscrit dans une histoire exigeante, héritière d'un droit structuré, plus ou moins nourrie par les réalités sociales et spirituelles de notre pays. Elle a toujours essayé d'assumer une mission délicate, celle de garantir la primauté du droit, tout en préservant la paix civile. Cette mission n'a jamais été aisée. Elle ne l'est pas davantage aujourd'hui. Dans un contexte marqué par l'intensité du débat public, la décision de justice est exposée, commentée, mise en cause. Il appartient néanmoins à l'institution judiciaire de tenir sa juste place. Elle ne se gouverne ni par l'émotion, ni par la clameur, mais par la loi, la constance et la mesure. Elle progresse avec retenue, non par crainte, mais par respect pour une charge plus lourde qu'elle-même. Elle sait que toute précipitation est une trahison du droit, mais également que toute complaisance avec l'air du temps est une abdication de sa mission. En ces heures où l'on voudrait que la justice se fasse plus bruyante et plus prompte à épuiser les impatiences du moment, il n'est peut-être pas inutile de rappeler que sa grandeur réside dans sa fidélité à ce qui fonde l'état de droit, à savoir la mesure, l'indépendance et la permanence des principes. Son indépendance n'est ni un privilège,
ni une protection personnelle pour le magistrat. Elle est une exigence constitutionnelle, une garantie offerte à chaque justiciable. En cette nouvelle année judiciaire, nous réaffirmons donc dans la sérénité notre attachement à une justice consciente de son époque, mais insoumise à ses emballements, attentive à l'attente légitime des citoyens, mais fidèle aux principes qui la commandent et qui la dépassent. C'est dans cette tension assumée et féconde qu'elle trouve sa modernité. Monsieur le Président de la République, l'année qui s'achève a été marquée par la mise en route de l'agenda global de transformation nommé Vision Sénégal 2050, qui traduit la volonté de notre pays à cheminer résolument sur le chemin du développement. Parmi les objectifs de ce plan, la recherche d'une souveraineté numérique et technologique est un défi à relever par l'administration en général et par l'institution judiciaire en particulier. Le choix du thème de cette audience solennelle, intitulé « Le juge face au défi du numérique », s'inscrit dans cette problématique d'ensemble et nous permet d'interroger la façon et la fonction de juger à l'ère du numérique, ainsi que la problématique subséquente de la protection de l'institution judiciaire et de la garantie des droits fondamentaux dans un environnement numérique. Dans un contexte de révolution technologique, l'exercice de la justice n'est effectif que si le juge affirme sa compétence et sa présence en adaptant son office à l'évolution des nouveaux outils de travail, notamment ceux liés au numérique. Cela est d'autant plus vrai que le numérique partage avec l'institution judiciaire une même caractéristique, celle d'une quête permanente d'équilibre et de conciliation. Le développement des technologies du numérique, notamment l'Internet, d'une part, favorise le dialogue et les échanges grâce à des connexions libres, instantanées, interactives et transnationales, et d'autre part, contribue à la dilution des frontières, au rapprochement des sociétés humaines, à la construction de nouveaux espaces de formation et d'expression des opinions publiques. Cette révolution produit des effets sur le processus décisionnel des juges, car elle impose de nouveaux paradigmes auxquels celui-ci doit faire face. Le juge voit ainsi son office se remodeler et ses outils de travail se renouveler profondément par des mutations et des métamorphoses constantes. Cette situation place le juge et son prétoire au cœur de la révolution technologique en lui imposant de nouvelles exigences dès lors que l'activité juridictionnelle, à l'image de la société, est désormais investie par le numérique et se confronte à lui. Depuis la première connexion officielle du Sénégal au réseau Internet en 1996, si je ne m'abuse, des avancées considérables ont été notées dans le domaine des technologies de l'information. Selon les chiffres fournis par la plateforme Data Reportal, au début de l'année 2025, le Sénégal comptait environ 11 300 000 utilisateurs d'Internet, soit un taux de pénétration de plus de 60%. De plus, notre pays totalise 22 700 000 connexions mobiles actives et un peu plus de 5 millions d'utilisateurs des réseaux sociaux. En dépit de l'inégalité d'accès aux technologies de l'information et de la communication et de leur utilisation effective en défaveur de notre continent, le numérique marque inexorablement son influence dans notre quotidien par le biais de l'Internet, de la téléphonie mobile, des écrans, de l'intelligence artificielle et des autres objets connectés. Cela a pu faire dire qu'au Sénégal, l'explosion du numérique a ouvert une ère postmoderne marquée par la dématérialisation, la multiplication, l'accélération et l'internationalisation des échanges sous toutes leurs formes, avec des incidences économiques, sociales, politiques
et géostratégique de plus en plus forte. C'est dans le contexte de cette nouvelle réalité que le juge est appelé à garantir la jouissance des droits fondamentaux sans renoncer aux valeurs principielles de la justice. Dans cette perspective, il réinterroge les droits et structures existants et s'adapte pour faire vivre et avancer son œuvre. Ce travail d'adaptation consiste, en premier, à interpréter les lois existantes conçues en majorité pour un monde physique et analogique, pour les conformer à un espace numérique. Certaines juridictions s'y sont engagées résolument. Ainsi, le Conseil constitutionnel, face à l'impossibilité de procéder à un contrôle physique des parrainages, sans qu'un texte l'y ait expressément invité, mis en œuvre ce travail d'interprétation et d'adaptation de la loi en posant les jalons de ce qu'on a appelé un constitutionnalisme numérique. Il a en effet articulé dans ses décisions une interaction entre les principes constitutionnels et les outils numériques à travers la conception d'un dispositif technique de contrôle des parrainages initié lors des élections présidentielles de 2019. Le logiciel de traitement, qui a été conçu sur le fondement de sa décision du 23 novembre 2018, a justifié la mise en place d'un poste de contrôle pour la vérification des listes numériques de parrainage présentées par les candidats et des serveurs pour le déploiement, le backup et le fonctionnement de l'ensemble des dispositifs techniques. Pour l'élection présidentielle de 2024, cette œuvre a été poursuivie et perfectionnée sur le fondement de sa décision du 24 novembre 2023, fixant les modalités de réception des dossiers de déclaration de candidature et les règles de fonctionnement de la commission de contrôle des parrainages. Sous le contrôle des membres de cette commission, le nouveau logiciel de traitement des parrainages, en plus des fonctionnalités développées en 2019, a intégré un système de recherche multicritères censé limiter les rejets à partir du croisement des données d'identification de l'électeur. Ces deux décisions prises notamment en raison de l'impossibilité d'un contrôle manuel des dits parrainages, ont eu pour effet d'intégrer des outils du numérique qui ont favorisé un gain de temps et le respect des délais, souvent très courts en matière électorale. La Cour suprême s'est également inscrite dans cette dynamique en procédant à la modernisation de ses outils de travail et moyens de communication. Sur le plan interne, elle a entrepris depuis quelque temps l'élaboration d'un système de dématérialisation des procédures. Il s'agit précisément d'un outil dénommé Senlex Base qui permettra à terme de déployer une plateforme de gestion complète du processus de traitement des affaires soumises à la Cour. La Cour est aussi en train d'expérimenter l'utilisation d'un système de projection lors des prédélibérés, des délibérés et des séances de lecture d'arrêt. Et dans ce cadre, se doter d'outils informatiques de dernière génération ainsi que de matériel de télédiffusion dans l'optique d'étendre et de systématiser la pratique au niveau de toutes les chambres. Ce système permettra à terme de substituer les dossiers papier par des dossiers numériques et partant d'induire une plus grande efficacité dans l'exécution des missions de la Cour et de restituer plus adéquatement son option de tendre vers son objectif d'être une juridiction plus moderne et plus proche des justiciables. L'institution judiciaire est appelée, par ailleurs, à trancher les questions portant sur l'exercice des droits fondamentaux classiques dans l'espace numérique. En effet, l'anonymat qui couvre les utilisateurs nécessite une régulation des contenus en ligne, en particulier en ce qui concerne l'exercice de la liberté d'expression. Traditionnellement, la responsabilité des auteurs d'infractions dans ce domaine est retenue par le juge toutes les fois que, dans l'exercice de cette liberté, ils ont manqué à leur devoir de prudence et de réserve.
Cette règle a été appliquée par la Cour suprême. Cependant, l'imputabilité de l'exercice abusif de la liberté d'expression est plus difficile à établir lorsque l'information est transmise via des plateformes qui garantissent l'anonymat, mais dont les contenus sont souvent publics. Sur ce point, le travail des juridictions s'associe à celui de la Commission de protection des données à caractère personnel, qui tient une position d'avant-garde. À titre d'exemple, par décision du 19 février 2016, cette commission a refusé de délivrer un récépissé de déclaration à une entreprise en la mettant en demeure d'arrêter, sans délai, la collecte d'adresses électroniques à partir de recherches sur des pages web, sur les réseaux sociaux et par tout autre moyen déloyal. Il a été également ordonné à cette entreprise de supprimer la base d'adresses électroniques qu'elle a constituée avec des adresses de particuliers sans leur consentement préalable et de procéder à toute nouvelle opération de prospection commerciale directe avec le consentement des personnes concernées. Cette décision de la CDP est une déclinaison du droit à l'oubli numérique, puisque les adresses en question constituent des traces laissées par des utilisateurs qui se sont connectés durant une séquence temporelle bien délimitée sur des sites en utilisant leur adresse mail et en supposant que la déconnexion effaçait toute trace de leur passage sur ces sites. 2 ans avant cette décision, la Cour de justice de l'Union européenne avait rendu le 13 mai 2014 un arrêt majeur sur la question en reconnaissant, sur certaines conditions, le droit à un citoyen de demander la suppression de liens le concernant, mettant en balance le droit à l'information et le respect de la vie privée. La CDP semble être allée plus loin, puisqu'elle s'est substituée aux personnes concernées en demandant la suppression de leurs données personnelles frauduleusement collectées par cette entreprise en application des articles 29.2 et 31.3 de la loi numéro 2008-12 du 25 janvier 2008 sur la protection des données à caractère personnel. Dans une dynamique similaire, les juges procèdent au contenu des décisions prises par les autorités administratives à l'occasion d'un exercice abusif de la liberté d'expression via des supports numériques. Il est vrai que dans ces conditions, si l'auteur est difficile à être identifié ou appréhendé, l'autorité administrative prend souvent des décisions visant à rendre inaccessibles des sites de diffusion qui ont tendance à porter atteinte à l'honneur et à la dignité d'autrui. Toutefois, ces décisions elles-mêmes peuvent porter atteinte à l'exercice de la liberté d'expression d'autres utilisateurs non concernés. Par exemple, le ministre de la Communication, des Télécommunications et de l'Économie numérique a eu à suspendre temporairement, par un communiqué du 31 juillet 2023, l'accès à Internet et à des données mobiles pour parer à d'éventuels troubles à l'ordre public et mettre fin à la diffusion de messages considérés comme haineux et subversifs relayés sur les réseaux sociaux dans un contexte préélectoral. En pareille occurrence, le juge contrôle les décisions prises par les autorités administratives afin d'éviter les dérives d'une automatisation du contrôle et de la sanction. Le principal défi est donc de trouver l'équilibre entre la protection des droits des citoyens et la sauvegarde des droits et libertés. Cette recherche d'équilibre par le juge pourrait être facilitée par l'adaptation de la Constitution et de l'ensemble de nos textes aux problématiques liées au numérique, telles que le droit de la concurrence, le droit de propriété et les droits humains. Il est également nécessaire que l'institution judiciaire s'approprie les outils du numérique en les intégrant comme moyen de réponse à l'accessibilité de la justice. Cette nécessité est aujourd'hui comprise et mise en œuvre par nos juridictions. À titre d'illustration,
Au-delà des exemples que je vous ai donnés, Monsieur le juge, nous pouvons citer d'une part le tribunal de grande instance de Kaolack, dont le greffe tient des primitifs numériques, et d'autre part le tribunal du commerce qui a dématérialisé ces procédures en mettant à la disposition des justiciables des adresses mail spécifiques à chaque procédure pour saisir le tribunal en ligne. Il est ainsi permis aux parties de suivre l'évolution de la procédure et de s'informer du résultat des audiences sur le site de la juridiction. Ce système dématérialisé de gestion des activités judiciaires, accessible aux avocats et huissiers, participe à rapprocher les justiciables des juridictions, à simplifier l'archivage des décisions et leur accessibilité aux usagers. Il faut, sur ce même registre, souligner que dans son office, le juge est aussi confronté à la réalité de l'intelligence artificielle, notamment dans le processus décisionnel. Cette technologie lui sert d'assistance et participe à l'efficacité, à la rapidité et à la simplicité des procédures. Le juge ne doit donc pas avoir peur de cet outil numérique, mais doit se l'approprier avec à-propos et discernement. L'intelligence artificielle n'est pas un outil de décision, mais une aide pour l'exercice des compétences juridictionnelles posées entre les mains de praticiens avisés. Son caractère prédictif, qui a été largement développé par notre collègue Cheikh Mbacké Guissé, les risques de reproduction de raisonnement sans tenir compte de la spécificité de chaque procédure impose au juge de ne pas se suffire de l'intelligence artificielle. Dans un souci d'équilibre, le juge doit exclure une possible substitution de son raisonnement classique et personnel par un jugement automatisé rendu par un ordinateur afin d'éviter une situation où le justiciable lui-même pourrait recourir à des algorithmes pour connaître l'issue probable d'une décision. Mesdames, Messieurs, le numérique, en transformant la méthode de travail de nos juridictions, soulève également la problématique de la fracture numérique dans l'institution judiciaire, notamment l'absence ou le manque d'équipements adaptés pour la tenue de ressources numériques, l'archivage et le stockage des données et l'adaptation des ressources humaines aux exigences technologiques. De manière subséquente, il nous invite à aborder la question de la sécurité des systèmes et de la confidentialité des données et des procédures, notamment la gestion des données à caractère personnel des parties, le secret des délibérés, le secret des enquêtes et de l'instruction, la protection et l'admissibilité des preuves numériques. Cela n'exclut pas le caractère public des audiences et la publicité des décisions rendues, mais impose aux juridictions et aux justiciables de nouvelles démarches. Il faut noter à cet effet que le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions du Code de procédure pénale qui donnent pouvoir aux magistrats instructeurs, pour les nécessités de l'instruction, de procéder à l'interception de correspondances et d'appels téléphoniques. La juridiction constitutionnelle donne ainsi un brevet de constitutionnalité à l'utilisation par les magistrats des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans le domaine de leur pouvoir d'investigation. Monsieur le Président de la République, il serait donc judicieux de prévenir les conséquences d'une numérisation à outrance qui effacerait les vestiges de la mémoire de nos juridictions. Pour y parvenir, il faut en premier rendre effectifs les objectifs de la vision Sénégal 2050, notamment par les aspects relatifs à la souveraineté numérique, à travers des politiques publiques plus adaptées aux besoins de nos juridictions dans un contexte d'avancée exponentielle des nouvelles technologies. Il s'agit plus spécifiquement d'aider les juridictions à travailler dans un environnement apte à mieux sécuriser l'office et les outils de travail, car, comme l'a fait remarquer le célèbre sociologue du droit, Jean Carbonnier, je cite, « L'évolution des mœurs et des techniques
donne naissance à de nouvelles formes de délinquance. Fin de citation. Je fais également bien les brillantes recommandations de M. le procureur général, de M. le bâtonnier de l'ordre des avocats et de M. le juge Cheikh Mbacké Guissé, qui a fait un travail de recherche remarquable sur le sujet. Les observations qu'il vient de partager témoignent de l'intérêt du thème choisi et attestent de l'expertise de cette jeune génération de magistrats porteurs d'espoir, dont je suis particulièrement fier. J'invite par ailleurs l'ensemble du personnel de l'institution judiciaire, en particulier les chefs de cour, de parquet et de greffe, à se prêter à l'exercice de transformation de la méthode de travail traditionnelle de nos juridictions à l'ère des nouvelles technologies, en encourageant la formation continue des magistrats et du personnel judiciaire pour une bonne maîtrise des outils numériques. En définitive, face aux défis du numérique, l'institution judiciaire doit servir de pare-feu pour prévenir les risques d'une fragilisation. Laurent Sabatier a attiré l'attention sur l'importance d'une telle posture en soulignant que la justice, je cite, fondement de l'état de droit, doit être symboliquement et constitutionnellement soutenue, mais aussi dotée de moyens à la hauteur de ses missions essentielles. Faute de quoi, elle perdrait nécessairement sa légitimité et donc son autorité. Ainsi, il ne suffit pas que ces palais en soutiennent par leur prestige son exercice symbolique et que ces audiences solennelles en rappellent une fois l'an les finalités. Fin de citation. Puisse cette nouvelle année judiciaire être placée sous le signe de la dignité, de la rigueur et du sens élevé du service public, afin que la justice sénégalaise continue d'être un repère stable pour la République. Je vous remercie de votre aimable attention. Monsieur le Président de la République, je vous rends la parole. Merci, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Madame le ministre de la Justice,